depuis les élections, on a une hausse de 300% des demandes sur les contrats d'assurance vie au Luxembourg. Il y a un contrat d'assurance vie où on s'est battu pour avoir des ETF. Donc, on a référencé des ETF. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde parce qu'il n'y a pas de rétrocommission sur les ETF. Mais au moins, même avec 15 000 euros, on a accès à quelques ETF. Parce qu'en fait, le Luxembourg n'applique pas de fiscalité à la base. La seule fiscalité, c'est la fiscalité du pays de résidence. Et donc, j'ai des clients qui habitent en Australie, qui habitent au Gabon, qui habitent à Dubaï. Et dans chaque pays, il y a une fiscalité qui est différente. Peut-être qu'elle est... Bonjour Alexandre, bienvenue sur le podcast Investir Simple. Merci de m'inviter. Donc je fais cet épisode, c'est un épisode particulier, donc un épisode donc qui est sponsorisé par assuranceluxembourg.com parce que en fait j'ai fait un épisode dernièrement sur 3 investissements pour protéger votre épargne et j'ai eu beaucoup de demandes sur l'assurance vie luxembourgeoise parce que dans les 3 investissements que je préconisais, enfin du moins que j'évoquais pour protéger son épargne, je parlais de l'or physique, je parlais de la crypto et je parle aussi de l'assurance vie luxembourgeoise. Et j'avais demandé dans l'épisode si ça intéressait l'audience que je développe le sujet. J'ai eu pas mal de demandes, donc forcément on fait un sujet aujourd'hui. Et plutôt que d'en parler moi, même si je sais quand même pas mal de choses sur le sujet, j'ai préféré t'interviewer toi, qui est spécialiste du sujet d'assurance vie luxembourgeoise. Donc du coup, bienvenue Alexandre. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire pourquoi tu es là et qui tu es Oui, écoute, moi en fait, ça fait 8 ans que j'ai créé le cabinet Épargne Pluriel, qui est un cabinet qui s'est lancé avec mon premier client qui se reconnaîtra, qui a tout de suite été avec des contrats d'assurance vie au Luxembourg. Et j'ai appris ça sur le tas dès le départ. Et maintenant, ça fait plus de 8 ans que j'accompagne des chefs d'entreprise, des expatriés français, des cadres supérieurs sur le sujet. Et tout ça, c'est parce que, en fait, c'est vraiment un véhicule hyper intéressant qui a beaucoup d'avantages dont on discutera certainement lors du podcast et qui aujourd'hui est vraiment d'actualité parce que il y a une recrudescence des extrêmes et souvent, quand il y a des contextes politiques un peu compliqués, les gens, ils ont peur. Voilà. Les gens, ils ont peur et du coup, on a une recrudescence des appels. Ok. Donc toi, du coup, tu as quel âge aujourd'hui, Alexandre ? J'ai 40 ans, bientôt 41. Bon anniversaire. Et donc, tu as fondé le cabinet Épargne Pluriel depuis 8 ans. Donc toi, est-ce que tu viens originellement du monde de la finance ? Quel a été ton parcours dans les grandes lignes avant de lancer ton cabinet et te spécialiser dans l'assurance vie luxembourgeoise ? Oui. En fait, j'ai un peu baigné là-dedans parce que mon père voulait arrêter de travailler à 50 ans pour se consacrer au triathlon, qui est aussi une passion commune que l'on a. Familiale. Voilà. Je fais beaucoup d'Ironman, donc ça demande du temps. Et c'est mieux de moins travailler pour avoir le temps de faire du sport. Voilà. Et du coup, j'ai vu mon père investir beaucoup en immobilier, investir beaucoup dans des placements financiers, PEA. Et ça m'a vraiment inspiré assez tôt. Alors après, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait un master en finance à Dauphine. Je suis parti quelques années en Australie pour travailler dans la finance. Et quand je suis rentré en France, j'avais un parcours un peu atypique. On avait du mal à me classer. Moi, j'avais beaucoup envie de travailler dans l'économie de marché, être économiste de marché. Et puis, j'ai découvert la gestion de patrimoine un peu par hasard. Et c'est un métier qui m'a passionné. Parce qu'en fait, c'est un peu ma mission, c'est d'aider les gens à devenir libres financièrement. Et c'est ça qui m'anime tous les jours. On a une mission similaire, alors. C'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on s'entend bien, Alexandre, et qu'on a été amenés aussi à travailler ensemble. Du coup, si on rentre plus dans le vif du sujet de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est quand même un placement qui est assez peu connu en France, on va pas se mentir, qui est connu souvent des familles plutôt fortunées ou certains expats qui s'y intéressent. Mais on va dire pour le commun des épargnants, un peu le commun des mortels, c'est quand même un investissement qui est assez peu connu. Est-ce qu'on peut redéfinir les bases et que tu nous expliques simplement qu'est-ce que c'est une assurance vie luxembourgeoise et surtout quelles sont les différences avec l'assurance vie française ? Oui, en fait, le cadre est commun, c'est-à-dire que le cadre fiscal de l'assurance vie luxembourgeoise, pour un Français qui habite en France, c'est exactement le même. Il n'y a pas d'avantage fiscal tant qu'on est résident fiscal français. C'est une enveloppe d'épargne que l'on peut utiliser pour épargner dans différents supports d'investissement,
des plus prudents qui peuvent être le fonds euro jusqu'aux plus risqués qui peuvent être le private equity. Donc après... Donc c'est une enveloppe multi-support, comme l'assurance vie, c'est tout ça? À fait, oui. Et il y a le côté capitalisant, comme l'assurance vie classique aussi. Exactement, oui. C'est exactement la même chose. Les différences essentielles entre le Luxembourg et la France, c'est plutôt sur les garanties en matière de sécurité, puisque là où en France, au-delà de 100 000 euros, l'épargnant est potentiellement en risque s'il devait y avoir une faillite bancaire, au Luxembourg, on a ce qu'on appelle le super privilège. En fait, l'épargnant, son épargne n'appartient pas au bilan de la banque, et du coup, de la banque ou de l'assureur dans lequel est déposé ses actifs, et du coup, il y a une garantie qui est illimitée. Ce que je veux dire, c'est que l'épargnant peut récupérer ses actifs à leur valeur de marché. Et donc, c'est pour ça que c'était très populaire pendant longtemps auprès des chefs d'entreprise qui ont souvent vendu leur boîte et qui ont beaucoup d'argent à placer. Mais ça se démocratise de plus en plus parce que le ticket d'entrée diminue et ça a d'autres avantages. En France, on est contraint sur les classes d'actifs que l'on peut détenir dans son contrat d'assurance vie, contraint par l'assureur qui propose ses actifs. On partage autre chose en commun, c'est qu'on aime bien les ETF, mais des fois, il y a des thématiques qui nous animent plus que d'autres. Le cloud computing, l'intelligence artificielle, par exemple. C'est pas forcément des ETF qui sont présents dans tous les contrats d'assurance vie français. Au travers d'une enveloppe assurantielle au Luxembourg, si tant est qu'on ait les minimums requis pour, on va pouvoir avoir accès à ces classes d'actifs-là. Ce que je dis toujours à mes clients, c'est que on peut vraiment avoir accès à une gamme de fonds illimitée. Pour peu qu'il y ait un code-usine, c'est investissable. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut vraiment aller dans le détail des choses. Ouais, on dépend pas finalement comme une assurance vie française où on a la profondeur d'offre de l'assurance vie où généralement il y a quelques dizaines d'ETF. Enfin, on est quand même assez limité, mais en private equity, on va avoir une dizaine de fonds aussi. Et le gros plus, un des gros plus de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est que c'est illimité, quoi. Comme tu dis, dès qu'il y a un code-usine, donc dès qu'il y a un produit financier qui existe, on peut le demander à le faire référencer par l'assureur. C'est ça? On n'a même pas à demander à le référencer, à moins que ça soit un fonds de private equity extrêmement élaboré. Et ça, il faut le référencer. Mais sinon, tous les ETF, on peut y investir dedans. Par exemple, si je veux l'ETF Monde le moins cher ou l'ETF S&P 500, par exemple le iShares Core, enfin un truc qui est vraiment à des frais très très réduits, on peut le mettre sur une assurance vie luxembourgeoise. Tout à fait, oui. Ce qu'on ne peut pas faire finalement sur une assurance vie française parce que on dépend des ETF dispo dans l'assurance vie, quoi. Tout à fait. Alors après, il faudrait peut-être que je précise, il y a différents types d'enveloppes au Luxembourg. Il y a ce qu'on appelle la gestion libre et il y a la gestion en fonds d'assurance spécialisés. Et son pendant fonds interne dédié, qui est la gestion sous mandat. Mais on va se concentrer peut-être sur les deux premiers. La gestion libre, c'est vraiment la gestion libre à la française, avec une liste d'unités de compte définies. Et on fait soi-même son allocation, on choisit soi-même ses supports. Tout à fait. Et nous, on s'est battu avec un assureur en particulier pour référencer 10 ETF. Du coup, il y a un contrat d'assurance vie au Luxembourg, accessible à partir de 15 000 euros. Tu devances mes questions. Mais... Pardon. On a volé les états, mais non, mais très bien, très bien. Pour moi, ça donne envie de savoir aux gens ce qui va se passer après. Il y a un contrat d'assurance vie où on s'est battu pour avoir des ETF. Donc, on a référencé des ETF. Ça ne plaît pas forcément à tout le monde parce qu'il n'y a pas de rétrocommission sur les ETF. Mais au moins, même avec 15 000 euros, on a accès à quelques ETF. Ensuite, le deuxième seuil d'accessibilité, c'est, suivant les assureurs, entre 125 000 et 250 000 euros. C'est ce qu'on appelle le fonds d'assurance spécialisé. Le fonds d'assurance spécialisé, c'est un peu comme créer un fonds au sein d'une banque dépositaire qui détient les actifs du client, où on va avoir accès à un univers d'investissement qui est illimité. Et là, on va pouvoir avoir accès à tous les ETF qu'on veut, mais on va pouvoir accéder à des titres vifs, si on le souhaite. Donc c'est hyper intéressant d'avoir des titres vifs en direct. On va pouvoir avoir accès à des obligations. C'est un sujet, on peut le développer, qu'on travaille beaucoup en ce moment parce qu'on essaye de travailler en multi-devise. Et ça, c'est disponible à 125 000, mais de préférence 250 000 euros. Et est-ce que, tu vois, t'as donné ces tickets d'entrée-là, alors c'est vrai que j'allais en parler un peu dans les inconvénients, que le ticket d'entrée est assez élevé, normalement on parle toujours de 250 000, mais là tu viens de nous dire, du coup, qu'on peut avoir accès à partir de 125 000 et
sur une assurance vie, on va parler après je pense, on peut avoir accès à partir de 15 000 euros, donc ce qui est finalement très faible dans le monde de l'assurance vie luxembourgeoise, Oui. et sur lequel on peut signer des ETF en gestion libre. On est d'accord que ce contrat-là, c'est que en gestion libre. Est-ce que ce qu'on appelle le FAS, donc ce que tu as décrit, est-ce qu'on peut être, je vais poser ma question différemment, est-ce qu'on peut être aussi en gestion libre sur les contrats qui s'ouvrent à partir de 125 000 et 250 000, où on est obligé de passer par un FAS? Alors en fait, au travers d'un FAS, Alors on peut redéfinir, c'est fonds d'action spécialisé, c'est ça? Un FAS, c'est un fonds d'assurance spécialisé. D'accord, fonds d'action spécialisé. Dans le fonds d'assurance spécialisé, il y a 2 acteurs, l'assureur et le courtier, qui est conseiller en gestion de patrimoine, et qui va exécuter les desiderata du client. Alors après, souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est un échange entre le client et le conseiller, et ils décident ensemble. Mais la personne qui a la responsabilité finale de prendre la décision, c'est le client. Donc c'est un peu comme une gestion libre, c'est-à-dire que le client est libre de choisir son allocation d'actifs, qui n'est pas la même chose qu'un fonds interne dédié, une gestion sous mandat, où là, en fait, on va avoir un gestionnaire d'actifs qui a un profil de risque à suivre et qui va prendre les décisions. C'est lui qui va sélectionner les fonds, les actifs, en fonction du profil de risque. Voilà, c'est ça. Ok. Donc du coup, si je récapitule, les 3 façons de faire sur l'assurance vie luxembourgeoise, soit de la gestion libre classique, comme sur une assurance vie, on choisit soi-même ses actifs, soit le FAS, donc fonds d'assurance spécialisé, qui est du coup de la gestion libre, enfin on choisit soi-même ses actifs, mais on a le choix parmi une infinité de supports. Oui, c'est ça. On peut dire que c'est de la gestion conseillée. Gestion conseillée. Et le FID, fonds interne dédié, où là c'est l'équivalent de la gestion pilotée sur une assurance vie. Tout à fait, oui. Ok. Donc ça c'est les 3 façons de faire. Et alors du coup, si on revient un petit peu sur les bases de l'assurance vie luxembourgeoise, donc tu as expliqué qu'on a, en termes d'avantages, on a une infinité de supports finalement de disponibles. On a donc le super privilège, c'est-à-dire qu'on est le premier à être remboursé en cas de problème, contrairement à l'assurance vie française où on est plutôt le dernier à être remboursé en cas de problème. Et alors quels sont les autres gros avantages qu'on peut avoir, enfin quelles sont les autres distinctions par rapport à une assurance vie française qu'on a oublié, si on en a oublié? Oui, on en a un peu touché un mot, c'est le fait d'être en multidevise. Aujourd'hui, c'est particulièrement intéressant. Quand on voit la Fed qui a des taux supérieurs à 5%, investir dans des obligations Amazon, ça rapporte du 6% avec un risque qui est quand même relativement limité. Mais du coup, on va investir en USD. Avec un contexte politique où peut-être la zone euro est menacée, c'est possible que l'USD soit intéressant. Donc on peut investir en multidevises, ça c'est un sujet. Une gamme de fonds quasi illimitée. Et après, pour les expatriés, c'est vrai qu'il y a le côté fiscalité. Parce qu'en fait, le Luxembourg n'applique pas de fiscalité à la base. La seule fiscalité, c'est la fiscalité du pays de résidence. Et donc j'ai des clients qui habitent en Australie, qui habitent au Gabon, qui habitent à Dubaï. Et dans chaque pays, il y a une fiscalité qui est différente. Peut-être qu'elle est plus intéressante que chez nous. Mais en tout cas, c'est un contrat qui va les suivre dans leur expatriation. Et ça, c'est intéressant. Parce qu'un contrat français, c'est une fiscalité française. Française, voilà. Et donc ça veut dire que la personne qui, je sais pas moi, disons qu'elle habite à Dubaï, donc du coup pas de fiscalité au Luxembourg, si elle veut retirer ses fonds, ce sera la fiscalité à Dubaï qui s'applique sur les plus-values, c'est ça? Oui. Et si la personne est en France, parce que voilà, on va pas se mentir, j'ai quand même la majeure partie de mon audience qui est plutôt en France et pas à Dubaï. Qu'est-ce qui se passe si un Français veut ouvrir une assurance vie Luxembourg? C'est la même fiscalité que l'assurance vie française? C'est le même concept avec flat tax avant 8 ans et puis ensuite que la CSG avec les abattements, tout ça? C'est le même concept? Exactement, oui. Okay. C'est exactement la fiscalité française qui s'applique. Donc du coup, c'est une des raisons pour lesquelles les expatriés aiment bien aussi ça, parce que ça leur permet d'avoir accès aux cousins de l'assurance vie française avec le super privilège et en plus la fiscalité de leur pays de résidence. C'est la principale raison. Après, il y a aussi des raisons de diversification de devises. Parce que souvent, ils sont payés en dollars. Ils aiment bien abonder sur leur contrat d'assurance vie dans une autre monnaie. Donc, c'est une autre des raisons pour lesquelles le contrat luxembourgeois va les intéresser. Et en plus, suivant le pays, parfois, ils ne peuvent pas ouvrir de contrat d'assurance vie en France. Et oui, parce qu'ils ne sont pas résidents fiscaux, donc ils ne peuvent pas. Voilà. Et du coup, quel est l'intérêt
pour un Français qui est résident fiscal français d'ouvrir une assurance vie luxembourgeoise? Vu qu'il n'est pas expatrié et que du coup il aura la fiscalité française, c'est quoi les motivations principales des clients qui viennent te voir pour ça, mais qui sont français? Ouais. Les motivations principales aujourd'hui, c'est beaucoup la diversification. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'avec un contexte politique qui est ce qu'il est, il y a beaucoup de cadres supérieurs, de chefs d'entreprise qui viennent me voir inquiets de ce qui se passe et qui se disent « tous mes avoirs sont en euros, je ne sais pas si je suis confortable avec ça ». Et donc, ce sujet-là, il est très souvent abordé à l'heure actuelle. C'est pour ça que j'ai abordé les obligations américaines, mais les obligations en francs suisses également. Ça, c'est un des sujets qui anime beaucoup les gens. La diversification de monnaie. Après, les autres sujets, c'est vraiment la garantie en capital. Le fait de ne pas avoir de risque si ils ont plus de 100 000 euros, de ne pas avoir à ouvrir 15 contrats d'assurance vie en France, c'est quand même un avantage. Et puis après, d'avoir accès à des solutions de private equity un peu haut de gamme avec des frais réduits, ça motive aussi, ouais. Et est-ce que, moi je vois souvent dans mon audience des gens qui m'écrivent parce que je vois beaucoup de peur en fait, surtout en ce moment avec ce qu'on dit sur la dette française, le risque de faillite et tout. Est-ce que tu entends aussi parler de ça? Est-ce que tu as des gens qui viennent te voir avec cette appréhension-là en disant j'ai peur que mon pays soit en faillite et qu'on vienne me chercher mon argent dans mon épargne et donc du coup je la protège avec une assurance vie luxembourgeoise? Est-ce que c'est des choses que tu entends aussi et sur lesquelles tu es confronté, sur lesquelles tes clients te disent? On en parlait juste avant de démarrer le podcast, mais depuis les élections, on a une hausse de 300% des demandes sur les contrats d'assurance vie au Luxembourg. Et c'est des conversations que j'ai de manière répétée à peu près tous les jours sur le sujet. C'est que beaucoup de personnes sont inquiètes. Et après, il y a deux types de demandes. Il y a la première demande où je suis vraiment inquiet, notamment par rapport à la loi Sapin et son champ d'application, qui, je le redis, ça pourrait être de bloquer l'argent épargné, notamment sur le fonds euro, sur une durée de 6 mois renouvelable. Mais... Une loi qui est passée, si je dis pas de bêtises, en 2015, c'est ça? Oui. Et qui pour l'instant n'a jamais été appliquée, mais qui fait peur à beaucoup d'épargnants, et j'ai envie de dire à juste titre, même si, moi, à titre perso, je suis pas trop inquiet, parce que en fait, j'ai lu plusieurs reprises que alors, ils ont dit que c'était pour protéger les épargnants. Je trouve que c'est pas forcément pour les protéger. Je trouve que ça fait plus peur aux épargnants qu'autre chose. Mais a priori, c'était surtout pour se prémunir d'une remontée des taux violente, ce que j'avais lu. Ouais. Et je me dis, on l'a déjà eu, la remontée des taux violente, ils l'ont pas appliquée. Donc, est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles tu verrais que ce soit appliqué, cette loi Sapin 2, ou tu penses que c'est le seul risque, ou comment tu le vois, toi? Comment tu le sens, cette loi? Alors, avant de répondre à ta question, on l'a pas vu forcément cette application parce que énormément d'assureurs, notamment des assureurs français qui sont basés au Luxembourg, ont fait ce qu'on appelle des boosts sur les fonds euros. Et l'une des raisons de ces boosts, c'est parce qu'en fait, il y a beaucoup de décollectes sur les fonds euros qui rapportent moins que des obligations à l'heure actuelle. Et du coup, les épargnants éduqués vont plutôt sur des obligations que sur des fonds euros français. Et donc, s'il y avait eu trop de décollectes, ça aurait pu tout à fait s'appliquer. Donc, c'est une des raisons pour laquelle il y a beaucoup de boosts à l'heure actuelle. Est-ce que je vois ce risque se matérialiser ? C'est difficile à dire. Aujourd'hui, on n'a pas vraiment encore eu une crise majeure. Il y avait eu la crise en 2011 sur la zone européenne. Mais elle n'existait pas, cette loi. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, moi, je suis fervent amateur de ma liberté. Et à choisir, il y a tellement d'autres avantages sur l'assurance vie au Luxembourg que je trouve que c'est plus intéressant qu'une assurance vie française parce qu'on peut faire des ETF de manière non contrainte, parce que le contrat est portable. Et donc, pourquoi ne pas avoir la chance d'avoir un contrat luxembourgeois, si on peut se le permettre. Mais c'est sûr que c'est pas pour tout le monde. Ok.
Et donc ouais, nickel, on a parlé de la loi Sapin 2 parce que c'est vraiment un sujet que je voulais qu'on échange parce que c'est quelque chose qui fait, comme on a dit, qui fait assez peur et je voulais vraiment avoir ta vision là-dessus. Et il y a un autre critère qu'on n'a pas abordé sur l'assurance vie luxembourgeoise, tu vas peut-être oublier, mais pour moi il me paraît essentiel, c'est le crédit lombard. Parce que c'est, selon moi, un des gros avantages. Est-ce que tu peux définir ce qu'est un crédit lombard? Quel est le principe pour les épargnants qui connaissent pas le concept? Alors le crédit lombard, en fait, c'est un crédit. Lorsque par exemple on a 1 million d'euros dans son contrat d'assurance vie au Luxembourg, on va avoir la possibilité de faire un crédit sur ses actifs financiers. Un peu comme une avance. Dans un nantissement, on peut appeler ça un nantissement aussi. Oui, c'est un peu comme un nantissement, un peu comme sur un contrat d'assurance vie français où on a des avances. Là en fait, la banque qui va faire le crédit va regarder le portefeuille. Imaginons que c'est un portefeuille équilibré. On va avoir ce qu'on appelle une loan-to-value ratio, une valeur gageable en français de 70%. Qui dépend du risque-prix. Tout à fait. Et donc, au maximum, on va pouvoir avoir un crédit de 700 000 euros à un taux qui est généralement de Euribor 3 mois, qui est un taux variable, Euribor 3 mois plus une marge de l'ordre de 1%, pour le réinvestir dans le contrat, pour acheter une voiture, pour financer son train de vie. En fait, c'est un crédit non affecté. Donc, on peut utiliser cet argent pour acheter un appartement comme pour acheter une montre. En fait, on peut vraiment le sortir du contrat et se financer quelque chose, une maison, une voiture, machin. Mais aussi, on peut le réinvestir dans le contrat. Tout à fait. C'est aussi possible. Oui. Il y a des personnes qui font du leverage et qui le remettent dans le contrat, souvent en private equity. Du coup, tu as la partie liquide et ils font un crédit lombard pour acheter la partie private equity. Ça permet de booster les performances du contrat. Après, il y a peut-être pas inquiétude, mais il y a 2 points très importants d'avoir en tête. C'est la première, c'est que si la valeur du contrat baisse et qu'on tombe en dessous de la valeur gageable, il faut remettre de l'argent dans le contrat. Donc c'est quand même il faut avoir les reins solides. Soit il faut avoir les reins solides, soit, et c'est souvent ce que je fais, c'est si la valeur gageable est 70% du contrat, on va aller jusqu'à 50%. Comme ça, tu vas emprunter moins. Voilà, on a du mou. C'est la première chose. La deuxième, c'est que tous les contextes ne sont pas favorables au crédit lombard. Aujourd'hui, on est sur des taux Euribor autour de 4% de mémoire. Donc ça fait un taux de financement à 5%. Donc ça veut dire qu'il faut forcément aller chercher plus de 5% de rendement. Oui. Parce que les durées des crédits lombards, c'est combien en général? En fait, c'est souvent sur 1 an renouvelable. Donc aujourd'hui... Parce que sur 1 an, aller chercher du 5% sans risque, c'est pas facile quand même. Ah ben non. Non, c'est pas du tout évident. Et donc, c'est moins le contexte de faire du crédit lombard à l'heure actuelle, à moins d'aller chercher des classes d'actifs comme le private equity. Et du coup, là, on est obligé de faire du roulement et tous les ans de renouveler pendant au moins 8 ans, quoi, pour avoir le temps de... Ouais. Mais souvent, les personnes qui font du crédit lombard vont le faire sur plusieurs années. Moi, j'ai une personne qui a fait un crédit lombard sur son contrat parce qu'elle n'avait pas de revenus en France. Donc, elle ne rentrait pas dans le crédit classique. Et elle a acheté un immeuble de rapport avec. Et du coup, l'immeuble de rapport génère suffisamment de revenus pour rembourser le crédit lombard et plus pour avoir un complément de revenus. Et on est d'accord que sur le crédit lombard, c'est un crédit in fine, c'est ça? Tu rembourses le capital qu'à la fin ou tu as aussi des crédits amortissables sur le lombard? 95% des crédits lombards, c'est du crédit in fine. Donc tu rembourses les intérêts durant la durée du prêt. Les intérêts qui sont pris sur quoi? Sur ton contrat d'assurance vie luxembourgeois ou les intérêts sont pris sur ton compte en banque classique? Ils sont pris sur le contrat d'assurance vie au Luxembourg. Ok, donc ton contrat d'assurance vie finalement se fait un peu, t'as un petit frottement fiscal, enfin c'est pas fiscal, mais t'as un frottement finalement sur le contrat. Mais et la contrepartie, c'est que toi tu puisses faire travailler cet argent ailleurs. Et du coup après tu rembourses le capital donc à la fin, dans l'espoir qu'il soit liquide du coup, mais si tu l'as placé sur du long terme, je dis une bêtise, tu l'as sorti, tu l'as mis sur des SCPI par exemple, ou sur un immeuble, c'est facile de renouveler. On peut pas te redemander à tout moment, il faut que vous le remboursez, parce que tu as dit qu'on le renouvelait tous les ans. Est-ce que c'est facile dans les faits? Comment ça se passe? Les critères d'éligibilité, c'est vraiment l'argent placé.
Et du coup, ça, c'est assez facilement... Enfin, c'est binaire. C'est soit il y en a suffisamment, soit il n'y en a pas. Et donc, en fait, on pilote l'allocation d'actifs pour faire en sorte que la valeur gageable soit suffisante pour renouveler le crédit Lombard. Ok. Donc ouais, pour pas que ce soit renouvelable, il faut vraiment soit avoir une loan to value assez haute et avoir des problèmes, enfin avoir des marchés baissiers par exemple. Ce serait un peu le pire scénario pour pas renouveler, quoi. C'est ça, oui. Et j'imagine que on met ceinture à bretelles et puis on fait attention, quoi. Ah ben c'est ça. En fait, tout est contexte, mais on va pas investir à 70% du contrat dans du private equity non liquide pendant 10 ans. Ça mettrait le client dans une certaine difficulté. Et on a eu des personnes qui ont très connues dans le showbiz qui ont fait des crédits Lombard et qui n'ont plus rien maintenant. Ça, c'est des mauvais conseillers. C'est pour ça qu'il faut toujours faire attention et avoir des valeurs gageables très limitées pour éviter de prendre trop de risques. Ok. Et du coup, on a parlé, bon, ça fait partie donc un des gros avantages d'un crédit Lombard. Je pense qu'on y reviendra encore après. Ouais. Alors tant que j'y pense, j'ai peur d'oublier mes questions, donc je le dis tant que j'y pense. Le crédit Lombard, donc, qui est un des gros avantages, est-ce que c'est sur tous les contrats? Parce que tu vois, on a parlé du fameux contrat à 15 000 euros d'ouverture, qui est assez limité en termes de fonds, mais on a les ETF, et ce qui intéresse, je pense, beaucoup de mon audience, parce que je suis le premier à les prôner. Est-ce que tu peux faire du crédit Lombard, par exemple, avec cette assurance vie ou pas? Oui. Alors en fait, les critères d'éligibilité du crédit Lombard, c'est souvent lorsqu'on a à minima 500 000 euros dans le contrat. Okay. C'est possible sur certaines banques d'avoir des crédits Lombard à partir de 250 000 euros d'actifs déposés, mais c'est très rare. Donc je préfère dire 500 000 euros, là c'est sûr, et dans le cadre d'un FID ou d'un FAS, donc gestion sous mandat ou gestion conseillée. Okay, en gestion libre, ce n'est pas possible de faire du crédit Lombard. Donc ça s'adresse à une certaine catégorie de personnes. Ouais. Bon, je suis désolé, mais je pense pas que ce soit la majorité de mon audience qui a 500 000 sur une... Mais après, je sais qu'il y en a quand même, donc pour ceux que ça intéresse, voilà, sachez que c'est possible, mais voilà, c'est le ticket d'entrée du coup est encore plus élevé que pour l'ouverture d'une assurance vie. Pour faire du levier sur son assurance vie, dans le cadre, et c'est pas péjoratif, de petits contrats, enfin de contrats qui ne rentrent pas dans le cadre de l'assurance vie au Luxembourg, un contrat d'assurance vie français avec des avances, c'est la meilleure option possible. Mais après, c'est aussi cavalier. Enfin, faut peut-être pas non plus recommander ça trop souvent. Ok. Mais c'est une idée. Et j'essaie de me mettre à la place de l'auditeur, et puis je suis aussi concerné, tu vois, en tant qu'épargnant français, parce que moi j'en ai pas de contrat d'assurance vie luxembourgeois, et je me pose la question, tu vois, pourquoi moi j'irais ouvrir un contrat d'assurance vie luxembourgeois à 15 000 euros, à partir de 15 000 euros. Alors je vais répondre un peu à ma question tout seul et je te laisserai compléter. J'ai l'impression que finalement un des seuls intérêts, c'est, comme tu as dit, la diversification, protection du capital, ne pas avoir la loi Sapin 2. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu vraiment ce côté protection et cloisonner ça avec la France, parce que, alors je suis désolé, je vais pas aller trop dans ton sens, mais tu vois, je me dis, si c'est pour mettre des ETF dans l'assurance vie, je me dis, pour un si petit montant, on peut utiliser le PEA, tu vois, par exemple. Je sais pas ce que t'en penses, tu vois, mais moi je suis le premier à mettre en avant quand même le PEA quand on démarre, tu vois, quand on est sur des petits montants, et je me dis les ETF sur assurance vie, c'est plus quand on a dépassé les plafonds du PEA, parce que du coup on a quand même des frais de gestion sur l'assurance vie, alors on en reparlera après, des frais, mais voilà, je voulais savoir un petit peu comment toi tu vois les choses avec, on va dire, les petits épargnants comme moi et comme je pense la majorité de l'audience. Quel intérêt aurait-il à ouvrir une assurance vie luxembourgeoise à partir de 15 000 euros? Est-ce que c'est ce que j'ai dit? Est-ce que tu vois d'autres choses? Quel est ton ressenti là-dessus? Oui. Alors, plusieurs choses. La première, je pense que le PEA, c'est une bonne enveloppe, mais tous les ETF ne sont pas disponibles, parce que malheureusement, les ETF américains ne seront pas disponibles sur un PEA. Alors si, les synthétiques, oui. Oui, mais voilà. On n'a pas forcément un large choix. C'est sûr qu'on n'a pas autant de choix que sur le compte titre ou que sur Nation Luxembourg, ça c'est clair. Par contre, typiquement pour un profil comme le tien, je pense que l'assurance vie au Luxembourg, c'est pas forcément quelque chose pour toi. En tout cas, pas aujourd'hui. Pas maintenant. Mais je compte bien un jour en avoir une. Et pas forcément au-delà du montant. C'est vraiment sur le fait que c'est pas 2.0. Dans le sens où s'il y a bien une critique à avoir sur le Luxembourg, et ça fait 8 ans que je pratique le Luxembourg,
c'est qu'ils sont un peu À l'ancienne. et les accès en ligne, c'est bien, mais enfin c'est pas. Ouais, t'as pas le parcours client tout en ligne. Voilà. Nous, on essaye de la partie Digitaliser compliance un maximum, de mais digitaliser, mais le parcours en ligne, c'est pas extraordinaire. Et donc ça, c'est vraiment frustrant pour des gens qui ont 40 ans et qui ont envie de tout faire sur Internet. On peut pas. Il y a d'autres avantages, mais pas celui-là. Donc c'est une réalité. Après, la loi Sapin, c'est effectivement un sujet et il faut être très attentif au choix de l'assureur. Parce qu'en fait, tous les assureurs luxembourgeois ne sont pas immunes à la loi Sapin. Et donc, il y a des assureurs pure players luxembourgeois, comme Wellins, comme Lombard, comme AFI-SK Luxembourg. Et il y a des assureurs franco-luxembourgeois, comme Generali, comme Allianz, comme AG2R La Mondiale, qui vont avoir des fonds euros réassurés en France. Et du coup, lorsque mes clients me disent moi, je souhaite sortir de la loi Sapin, en fait, on ne peut pas faire le choix de ces assureurs franco-luxembourgeois. Et du coup, on sort de 80% des assureurs français qui ont un fonds euro. On a quand même un contrat, toujours le même, avec 15 000 euros qui a un fonds euro non réassuré en France, mais c'est quasiment le seul disponible sur le marché en termes de fonds euros. Ok. Et du coup, vu qu'on était sur les inconvénients d'assurance vie, on a bien décrit tous les avantages. Est-ce que tu vois d'autres inconvénients? On a parlé du problème de digitalisation. Est-ce que tu vois d'autres inconvénients ou d'autres choses qui sont moins appréciables sur une assurance vie luxembourgeoise par rapport à une française ou par rapport même à un autre placement? Oui. En fait, sur des contrats d'une taille plus modeste, les frais de gestion vont être plus élevés. C'est sûr et certain. Et c'est assez transparent. Moi, mon business model, en tant que courtier, c'est d'avoir une rétrocommission sur les frais de gestion. Sur des petits contrats, entre 15 000 et 250 000 euros, la part assureur, c'est quasiment la même chose que sur un contrat en ligne. Et du coup, si je rajoute la marge du conseil en gestion de patrimoine, on est tout de suite à 1,2% de frais de gestion annuels. Donc oui, c'est strictement plus élevé qu'un contrat français. Parce que en termes de gestion administrative, c'est plus important. Plus compliqué. Puis vu que c'est bête aussi, mais vu que c'est pas digitalisé, je pense que ça aussi, mécaniquement, ça augmente les frais, quoi. Oui, c'est ça. Donc, il y a plus de frais sur des petits contrats. Et après, c'est dégressif sur les plus gros, hein, c'est ça? Voilà. Après, c'est dégressif et à partir d'un certain montant, ça peut même être inférieur en termes de frais de gestion qu'un contrat Internet. Ok. Après, ça dépend de la taille, évidemment. Bien sûr. Alors du coup, transition parfaite, on parlait des frais. Oui. C'est quelque chose, tu le sais, qui me tient à cœur. Qu'est-ce qu'on doit compter sur un contrat d'assurance vie? Alors, je te propose qu'on le fasse en deux temps. On fasse les petits contrats, donc 15 000 à 250 000 et au-dessus de 250 000. Donc tu as parlé des frais de gestion, donc ça c'est une couche de frais, qui est l'équivalent des frais de gestion d'assurance vie française, qui sont entre, on va dire, les moins chers en France, ce sera 0,5, puis ça peut monter jusqu'à un peu plus de 1 pour les moins bons contrats d'assurance vie français. Donc tu as les frais de gestion, donc ça c'est une première couche de frais. Est-ce qu'il y en a d'autres? Est-ce qu'il y a des frais sur versement, par exemple? Alors, moi je vais te parler de notre tarification, et de manière la plus transparente possible. Je ne connais pas la tarification de tous les acteurs. Mais donc c'est toi qui es là, donc profite-en. Ouais. Frais d'entrée, nous on n'en propose pas. Donc il y a 0% de frais d'entrée. Néanmoins, on prend 300 € de frais de constitution du dossier pour ouvrir un contrat d'assurance vie au Luxembourg. Ensuite, s'il y a un fonds euro, en général c'est 0,8% les frais sur le fonds euro. De toute façon, comme on annonce les performances du fonds euro net de frais de gestion, c'est ça, on s'en fout un peu. Voilà. Ensuite, sur la gestion libre classique entre 15 000 et 250 000 euros, grosso modo, il va y avoir 1,2% de frais de gestion, dont 0,6% pour l'assureur, et donc 0,6% pour le conseiller. Ok, donc il y a 0,6% pour l'assureur et la rétrocommission, donc du coup, du courtier qui est toi, parce que du coup, vous êtes courtier en assurance vie. Tout à fait. C'est là, en gros, vous prenez moitié-moitié, quoi. Voilà.
Ce qui se compare à une gestion conseillée type Nalo que j'aime bien, qui ont le même type de frais. En fait, c'est juste pour le conseil. Un contrat Boursorama, tu es tout seul, tu n'as pas de conseiller, tu payes 0,6. Ben là, en fait, le conseil, nous, notre modèle économique, c'est comme ça qu'on le fait. Okay. Et comme on met en avant les ETF et on fait autant que possible 100% des ETF ou le maximum en ETF sur le contrat d'assurance vie au Luxembourg, on n'a pas de rétrocommission des fonds. Sur les produits. Alors ça, c'est quelque chose que je tiens à préciser et que j'apprécie parce que j'explique souvent, tu vois, le concept de SIF, indépendant, MIF2, des rétrocoms, tout ça. Et je dis souvent j'explique souvent les 3 types de conseillers qu'il y a, celui de la banque, le conseiller indépendant, mais au conseiller non indépendant, et le conseiller indépendant au conseiller indépendant. Et je dis souvent que ce n'est pas parce que quelqu'un touche des rétrocoms qui est forcément mauvais, mais je dis souvent que quand un conseiller conseille des ETF, et généralement il se compense avec des honoraires, c'est que généralement il a un conseil qui est assez objectif et qui est quand même conscient que qu'il aligne finalement l'intérêt avec son client, du moins sur la partie bourse. Après bien sûr il y a tout un tas d'autres choses à prendre en compte, mais c'est pour ça que j'insiste aussi sur le fait que je dis souvent que je suis pas très fan des rétrocoms, mais je connais j'en connais quelques CGP et quelques SIF qui fonctionnent en rétrocom, mais qui proposent un conseil qui me paraisse vraiment aligné avec le client. Et c'est assez rare, mais je pense que c'est important de le souligner. Donc c'est pour ça que j'appuie là-dessus, parce que je trouve que c'est important de le souligner. Oui, en fait, je me fais pas que des amis à pousser sur les ETF, mais je trouve que c'est vraiment dans l'intérêt du client. Et il faut que les CGP en France bougent sur le sujet, parce qu'on a 10 ans de retard sur les États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, il n'y a que des ETF quasiment. Pourquoi en France, on est toujours avec du Carmignac Patrimoine à 10% de frais de gestion, alors qu'en plus, ils font des performances moins bonnes que le MSCI World. Donc au bout d'un moment, c'est des institutions comme ça qu'il faut casser pour qu'il y ait plus de performances pour les épargnants, parce que du coup, sinon, ils vont toujours dire, je comprends pas, l'assurance vie, c'est un produit qui marche pas. Oui, parce qu'en fait... il y a 3% de frais. Et puis ce qu'on te met dedans est moins performant qu'un ETF. Et... ouais, c'est un peu mon sujet un peu récurrent, tu vois, que j'essaie de mettre en avant. Et comme toi, je pense qu'on a du retard sur les États-Unis là-dessus, parce que en fait, tu vois, moi je parle souvent de l'étude Spiva, que je pense que tu dois connaître aussi. Je pense que mes auditeurs, à force de la connaître, mais ça me paraît quand même assez étonnant finalement que les gens qui s'intéressent à l'épargne n'est pas suffisamment creusé le sujet pour se rendre compte juste de cette statistique, que je suis pas en train de l'inventer. Vous pouvez aller sur le site Spiva, c'est écrit noir sur blanc, que 85 à 90% des fonds actifs, donc ceux qui prennent 2%, font moins bien que leur indice de référence, donc un simple ETF qui prend en moyenne 0,2, donc 10 fois moins. Donc on paye 10 fois plus cher pour avoir 90% de chances de faire moins bien. Et c'est là où moi je suis pas à l'aise avec la rétrocom, surtout quand les conseillers conseillent des fonds d'investissement plutôt que des ETF. Bref. C'est mon avis, je pense que les auditeurs le connaissent, mais c'est pour ça aussi qu'on est aligné, que tu es là aujourd'hui, c'est parce que je sais que malgré la rétrocom que tu prends, on a cet alignement de la vision, tu vois, sur le conseil, et c'est vraiment appréciable, quoi. Ouais. Du coup, revenons sur... alors, on a un petit peu dérivé. On parlait des inconvénients, donc on a parlé du problème de digitalisation, on a parlé, ticket d'entrée qui peut être un peu élevé en fonction de ce qu'on veut sur l'assurance vie. Et tu as parlé d'un autre inconvénient que j'ai déjà oublié, sur lequel on a déjà dérivé. Et j'essaie de récapituler un petit peu les inconvénients, mais tu en avais donné un autre juste avant. On avait parlé des frais, on avait parlé oui, voilà, c'est ça. 2.0 qui était tu parlais des frais qui étaient plus importants du coup sur les petits contrats, et c'est ça, on avait dérivé sur les frais, donc du coup je me remets sur ce que je racontais. Donc on a parlé donc des frais de gestion, on a parlé donc des frais de sourcement que vous appliquez pas, et t'as parlé donc tu prenais 300 € sur les frais pour monter un dossier, et du coup est-ce que du coup il y a d'autres types de frais, d'autres couches de frais à rajouter sur un contrat d'assurance vie luxembourgeoise? Alors en fait en gestion libre c'est tout. Ok. Si on est en gestion fonds d'assurance spécialisé, c'est quelque chose de différent. On va avoir l'assureur, le courtier et la banque dépositaire. Il y a une banque dépositaire qui est le dépôt des actifs de l'épargnant. En général, c'est 0,10%. Il y a l'assureur. Donc après, c'est dégressif en fonction du montant. Si on prend 250 000 €, je crois que c'est de tête 0,45%.
Et donc après, on va rajouter la marge du courtier qui est en général de 0,4-0,5%. Donc tu vois, 0,5 plus 0,45, ça fait 1,05%. Mais avec ça, on a accès à un véhicule d'investissement qui est complètement flexible, sur lequel on peut détenir des ETF, des obligations en direct, des actions, tout type d'actions. Ça, c'est n'importe quel titre vivre, que ce soit US, France, ça peut même être, je sais pas moi, Japon, Corée par exemple aussi, ça va jusque-là ou... Oui. Ok. Oui, on est un peu contraint, sur certaines actions type Thales ou autre, parce que c'est dans le secteur de l'armement et tout ça, et donc il y a des réglementations qui font qu'on ne peut plus investir sur ces actions-là. Mais à part ça, on peut investir dans tout, oui. Ok. Donc ouais, grosso modo, voilà, il y a des voilà, sans mentir à l'audience, il y a des frais de gestion qui sont quand même plus élevés au global. Oui. J'ai envie de dire, c'est le prix à payer pour accéder un peu à cette protection de l'épargne, d'une part par rapport à la loi Sapin 2 et même pour avoir le super privilège, mais aussi pour avoir accès au crédit Lombard quand on a des encours supérieurs à 500 000. Oui. Après, encore une fois, j'y touchais un mot, mais la dégressivité, elle est toute relative, mais 1 million d'euros, ce qui est beaucoup pour une partie de l'audience, on va avoir des frais de gestion qui tombent à peut-être 0,7%, 0,6%, voire moins. Après, ça dépend aussi de mon job. La plupart du temps, sur des contrats d'une taille significative, ce qu'on fait, c'est des performance fees avec nos clients. Donc, on aligne carrément les intérêts, puisque plus ils vont gagner, plus on tu va gagnes gagner aussi, ouais. Sous contrainte de leur profil de risque. Bien sûr. C'est ce que je fais de plus en plus, et je trouve que c'est hyper intéressant. C'est gagnant-gagnant, quoi. Voilà. Ouais, plus tu les fais gagner, plus tu gagnes. Et j'avais cette discussion hier avec un client, et il me disait, mais toi au moins c'est clair, on sait exactement comment tu gagnes de l'argent. Je suis encore en train de discuter avec d'autres CGP, et j'ai toujours pas compris leur mode de rémunération. Quand c'est pas clair, il y a un loup. Enfin, il y a des questions à se poser en tout cas, quoi. Si l'épargnant ne comprend pas comment se rémunère le CGP, il faut peut-être se poser des questions. Après, normalement, tout est écrit dans le DER, dans le document de l'entrée en relation. Sont transparents. Est-ce que c'est bien transparent? Est-ce que c'est écrit en police 9 ou en police 15? Je sais pas. Ouais. Mais effectivement, je pense que si l'épargnant n'a pas compris clairement comment le conseiller se rémunérait, il y a des questions à se poser, je pense. Il faut vraiment se poser la question et peut-être aller voir un autre conseiller pour comparer et essayer de voir s'il comprend. Après, s'il comprend avec aucun conseiller, peut-être qu'il faut pas qu'il se fasse accompagner. mais c'est super important, je pense, de comprendre le mode de rémunération du conseiller. Ouais. Ok. Bon, je pense, l'audience a compris le concept de l'assurance vie, les avantages et les inconvénients principaux. Maintenant, si on veut passer à l'action concrètement, comment ça se passe? Est-ce que moi, Thomas Creton, épargnant lambda français, je peux aller toquer à la porte de Afiesca ou de Lombard International et dire ok, ouvrez-moi un contrat d'assurance vie? Est-ce qu'on peut le faire en direct? Est-ce qu'on doit forcément passer par intermédiaire? Comment ça se passe concrètement? Je crois que tu as la réponse. je fais exprès de mettre dans la peau du newbie je mets à la place de l'auditeur. Alors, en fait, aujourd'hui, les contrats d'assurance vie luxembourgeois sont forcément intermédiés par un courtier. Parce que les assureurs luxembourgeois ne souhaitent pas avoir une relation en direct avec les épargnants. Et donc, si un épargnant, même autant fortuné soit-il, il va être réorienté vers un courtier spécialisé en assurance vie au Luxembourg. Et voilà, comme on a 8 ans d'historique, on est parmi les courtiers avec lesquels ils vont travailler en priorité. Moi, j'ai développé des relations avec tous les assureurs luxembourgeois. Je ne te cache pas que j'ai des préférences avec certains, peut-être parce qu'ils sont 2.0, peut-être parce qu'ils ont un fonds euro, pour telle et telle raison, mais globalement, l'idée, c'est à chaque fois que j'ai un dossier, un cas, on va étudier qu'est-ce qui est le plus adapté à la personne. Des fois, on a des contraintes sur les lieux de résidence. J'échange avec une personne qui est au Mexique. Bon, c'est plus difficile de lui trouver un contrat d'assurance vie qu'une personne qui habite en France. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il y a ce sujet-là aussi. Je me rappelle quand je faisais les comparatifs, en fonction de l'assureur, t'en as qui sont plus spécialisés sur des pays asiatiques, d'autres sur des pays européens. Mais c'est vrai que si la destination est vraiment exotique, ça peut être compliqué aussi, quoi. Il faut en tenir compte et du coup, en fonction de là où on est, on aura peut-être aussi le moins de choix sur l'assureur. C'est ça, oui. Sur l'assureur, ouais. Ok, donc
concrètement, on est obligé de passer par un courtier. On peut pas n'importe qui. Et puis bon, comme tu l'as dit, hein, je savais très bien la réponse parce que même moi en tant que CIF, je ne peux pas faire ouvrir. Enfin, je peux pas vu que moi, je fais pas de souscription et que voilà, je suis pas courtier. Enfin, je suis que CIF. Je suis obligé de passer par un intermédiaire. Donc ouais, je comprends et c'est bon. Voilà, c'est pour la raison pour laquelle le site est là aussi, Alexandre, hein, parce que si quelqu'un veut ouvrir, alors évidemment, il n'existe pas que vous, mais voilà, je trouve que vous êtes un des acteurs les plus sérieux et les plus spécialisés dans le domaine. Ok, donc on est obligé de passer par un intermédiaire. Et est-ce que après, donc, s'il vous contacte en direct, est-ce que vous pouvez faire le choix entre, enfin, vous pouvez lui proposer, par exemple, qu'il fasse de la gestion libre et qu'il choisisse lui-même ses supports. Il peut choisir entre gestion libre, FAS et FID. Oui. C'est à ce moment-là, et c'est vous qui, est-ce que vous le conseillez sur le mode de fonctionnement? Comment vous fonctionnez quand il arrive? Oui, en fait, on va avoir un premier échange avec cette personne. On va leur demander comment ils aiment fonctionner en termes de gestion financière de leur contrat. Et après, en fonction, on va faire une offre de service qui va être différente. En vérité, même sur de la gestion libre, elle est conseillée. C'est-à-dire que moi, j'aime bien éduquer mes clients pour qu'ils prennent conscience des choix qu'ils font. Parce que si on définit bien la relation dès le départ, on n'est pas surpris au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, s'il y a des hausses ou s'il y a des baisses. Parce que, malheureusement ou heureusement, je ne connais pas l'avenir. Et donc, je peux me tromper. On peut définir une allocation d'actifs et se rendre compte que le MSCI World, c'est bien, mais ça a baissé de 15% en 2021 ou 2022, je ne sais plus. Mais voilà, on investit sur le long terme. La meilleure façon de gagner de l'argent en bourse, c'est de rester sur 2, 3, 4, 5 ans avec un support faiblement chargé en frais et le plus diversifié possible. Et donc, voilà, je définis cette relation et après, souvent, on va faire du copilotage. C'est-à-dire que c'est moi qui conseille l'allocation et les personnes vont dire bah oui, je préfère faire ça ou je vais faire un petit peu plus risqué, un peu moins risqué. Et après, le feed, là, par contre, c'est beaucoup plus, on donne les clés du camion à quelqu'un. Et ça qui n'est pas chez vous, qui est chez l'assureur direct. Alors, nous, on aide à faire le choix de l'allocataire d'actifs. Suivant les clients et ce qu'ils cherchent, on peut aller chercher des Pictet, des Rothschild qui vont faire la gestion financière du contrat. Après, j'ai mon avis là-dessus, mais voilà, c'est aussi possible de faire ce type de gestion sous mandat. Ok. Et question peut-être bête, mais quand on veut retirer l'argent, vu que tu as dit que c'était un peu à l'ancienne et tout, est-ce que c'est compliqué? Est-ce que c'est facile? Sous combien de temps? Enfin, si, je sais pas moi, quelqu'un place 250 000, qu'il ouvre un contrat et que finalement, 2 ans après, il a besoin de liquidité. C'est simple, c'est compliqué. Sous combien de temps on peut espérer récupérer ses fonds? Si on est sur des actifs liquides, c'est... hors private equity, en gros. Voilà. Tout ce qui est ETF, obligations. Ouais. Même fonds euros, tout ça. Les rachats sont assez rapides. Assez rapide, c'est entre 15 jours et 3 semaines. Alors, c'est peut-être moins rapide qu'un contrat français, pareil. Mais on va dire max sous un mois, on a l'argent, quoi. Oui. Ok. Voilà. Il faut remplir des documents par DocuSign, ça fonctionne très bien. Non, tu digitalises déjà, c'est bien. J'essaye Moi, mon but, c'est de simplifier la vie des clients parce qu'on a déjà un carcan réglementaire qui est assez compliqué. Ah oui, qui est très compliqué. Quand on est courtier SIF et tout ça. Donc, j'essaye de digitaliser au maximum ce qu'on peut digitaliser pour éviter de remplir des documents, d'imprimer des pages et de tuer des arbres pour rien, quoi. J'avais une autre question que j'ai oublié de te poser, que j'aurais dû te poser peut-être un petit peu avant, quand on a parlé un petit peu de tous les actifs dispo. Il y en a un qui n'est pas dispo, je le sais, et moi qui me chagrine un petit peu dans le contrat d'assurance vie, je voulais avoir un peu ton avis là-dessus, c'est les SCPI. Pas avoir d'immobilier papier, et alors que sur l'assurance vie française, on peut, alors, c'est pas forcément bien pour tout le monde, ça dépend de tout un tas de trucs, s'il faut le faire via l'assurance vie ou en direct. Est-ce que tu sais pourquoi la SCPI c'est pas dispo sur les assurances vie luxembourgeoises? Oui. Alors, pour te donner un peu d'historique, il y a eu un moment où Allianz Luxembourg acceptait les SCPI dans leur contrat d'assurance vie, mais en fait, pour des raisons que j'ignore, il y a eu une requalification fiscale, et en fait, les SCPI étaient doublement imposés. À la fois étaient imposés
comme des revenus immobiliers classiques. Et ensuite, avec l'imposition de l'assurance vie à la française. Ah ouais. Ok. Alors pourquoi? Je n'ai pas le fin mot de l'histoire, mais du coup, à partir de ce moment-là, tous les assureurs ont refusé d'avoir des SCPI dans leur contrat d'assurance vie. Parce que Ça, trop je te parle fiscalisé. il y a 5-6 ans. Parce qu'il n'y avait aucun avantage à détenir des SCPI. Ah bah c'est sûr que si t'as la double sanction fiscale, c'est un peu Je pense dommage, que quoi. ça a à voir avec le fait que les SCPI, c'est un véhicule français. Hmm. Même si c'est détenu par un acteur luxembourgeois, ils voulaient que les SCPI payent leur fiscalité en France. Voilà. Ok. C'est un peu pour ça aussi qu'il y a un peu un no man's land sur les SCPI européennes quand tu es expatrié français. Parce que... Théoriquement, tu es censé les déclarer dans ton pays de résidence fiscale. Oui, mais Est-ce que les gens le font? Je sais pas. Mais en tout cas, quand tu as du 100% européen, effectivement, t'as pas besoin de faire de déclaration fiscale française. Mais les épargnants sont censés le déclarer sur leur... Après, voilà, comme tu dis, qui va vérifier, je sais pas. Ouais. Mais en tout cas, dans la loi dit que tu dois les déclarer dans ton pays de résidence fiscale où tu vis, quoi. Tout à fait. Et est-ce qu'il y a moyen de contourner ça, alors là, je te parle légalement, d'investir en immobilier via l'assurance vie luxembourgeoise? Est-ce qu'il y a des supports qui y ressemblent? Est-ce que c'est quoi? Tu vas investir plutôt sur des rates, donc des foncières cotées, parce que vu que tu as le droit, tu as le choix des titres. Est-ce que tu as d'autres choses? Oui, alors, en assurance vie au Luxembourg, il y a du private equity en entreprise, mais il y a aussi du private equity en immobilier. Et après, il y a tout un ensemble de fonds qui peuvent s'apparenter à des SCPI ou qui peuvent être plutôt orientés value add, c'est-à-dire opération de marchand de biens. Et donc, par exemple, il y a un fonds qui s'appelle Venture Real Estate qui est distribué par Sogenial, qui a aussi des SCPI, qui est un fonds qui a 200 millions d'actifs sous gestion à peu près, qui se comporte très sensiblement pareil qu'une SCPI et qui ressemble donc fortement à une SCPI, sauf que le ticket d'entrée minimum est assez élevé, enfin 130 000 euros. C'est quand même élevé. Il y a d'autres fonds qui sont plus orientés value add, opération de marchand de biens, et donc qui se rapprochent plus du private equity parce que liquidité très réduite, et qui là, eux c'est de l'immobilier, mais c'est pas un niveau de risque aussi faible que les SCPI. Et tu peux détenir de l'immobilier dans ces deux types de fonds dans ton contrat d'assurance vie au Luxembourg. Et c'est vrai que nous, on l'utilise pas mal. Après, il faut être très sélectif parce qu'il y a énormément de fonds qui se sont créés, des bons et des moins bons. Je les citerai pas forcément, mais qui ont des problèmes, un peu comme Primonial peut avoir des problèmes en bloquant les rachats. Ok. Et tu parles beaucoup de private equity quand même depuis le début, et j'en déduis que c'est quand même un des actifs qui est quand même les plus recherchés et les plus demandés via les assurances luxembourgeoises. Est-ce qu'il y a des tickets d'entrée minimum pour les fonds? Enfin, quel est-il en général sur des fonds un peu, sur les plus classiques, type Euraseo, tout ça? Combien il faut compter pour y accéder? Oui. Alors, déjà, ce n'est pas possible d'investir dans du private equity si on n'est pas sur un fonds d'assurance spécialisé. Ouais, on peut pas le faire en gestion libre. On peut pas le faire en gestion libre. C'est uniquement en fonds d'assurance spécialisé. Et il faut forcément être sur ce qu'on appelle un type C. C'est-à-dire d'avoir placé 250 000 euros et d'avoir une fortune déclarée de 1,2 million d'euros mobilière. Ok. Après, c'est du déclaratif, ça. Ok, c'est pas vérifié, c'est juste... Oui. Et avec ce critère-là, c'est possible d'investir dans des fonds de private equity. Le ticket minimum, c'est 100 000 euros, sauf si on a déjà investi dans du private equity par ailleurs. Et là, certains sociétés de private equity ont des dérogations entre 30 et 50 000 euros. Okay. Mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'en général, c'est 100 000 euros minimum le ticket. Et là, on va pouvoir accéder à des fonds de private equity. Mais comme tu as dit, il y a les deux conditions, c'est minimum 250 000 de versés et 1 million de patrimoine, 1,2 million de patrimoine déclaratif. Oui. Donc on va dire que ça c'est vraiment fait pour voilà, les très gros patrimoines. Oui. Et j'ai envie de dire pour les
pour les gens qui veulent protéger un peu leur épargne avec l'assurance vie luxembourgeoise, finalement, les actifs qui vont être les plus privilégiés, j'imagine, ça va être fonds euros pour la partie safe et les ETF pour la partie dynamique. C'est ce qui est j'imagine, ce que tu recommandes le plus, ou tu as aussi peut-être des obligations maintenant, tu m'as dit que tu peux amener à être des obligations américaines directement. En fait, tout dépend du profil de risque, j'imagine. Du profil de risque et puis aussi des actifs du client, parce que les obligations américaines, j'aime bien les détenir en direct, mais du coup, c'est des tickets par obligation qui est souvent 20, 30, 50 000 euros. Donc, si tu veux une diversification, il faut 20 lignes. Donc, je te laisse faire le calcul, ça fait un contrat assez élevé. Au travers d'un contrat plus modeste, on va plutôt utiliser des ETF pour produire... aux ETF obligataires, du coup. Oui, voilà. Ouais. Pour permettre d'être diversifié en un seul ordre, quoi. Ouais. Est-ce que tu as du fonds daté? Ça existe sur les contrats d'assurance vie luxembourgeoise? Ouais. Oui, les fonds datés, ils ont un codizine, donc ils peuvent être facilement investis dans des contrats d'assurance vie. Ça a beaucoup fonctionné l'année précédente. Oui. Et en termes de... Alors, je suis en train encore de te poser des questions sur la panoplie de ce qu'il y a de dispo. Est-ce qu'on peut aussi avoir des matières premières ou de l'or aussi? C'est des choses... alors, de l'or papier, j'imagine, ce sera forcément, mais on peut être exposé sur des trackers or ou des trackers matières premières aussi? Bien sûr, oui. Oui, c'est... quasiment tout est disponible dans le contrat d'assurance vie. Et donc, hier, c'est pareil, j'avais une discussion... une personne, bon, à mon avis, elle ne regarde pas le podcast vu l'âge qu'elle a, que je peux en parler. On ne sait jamais. Hein. Elle avait peur d'une guerre et vraiment un scénario catastrophe, et donc elle souhaitait investir dans de l'or et des matières premières. Et ben voilà, on a fait une partie de l'allocation d'actifs sur de l'or ou des minières, et ça lui permet de se sentir protégé en cas de risque. Et ça, c'est quand même quelque chose de bien parce que, mine de rien, ça, sur les assurances vie, c'est quand même très compliqué d'y avoir accès. Sur le PEA, c'est pas possible. Et généralement, il faut aller sur les comptes titres, quoi, pour avoir accès à ce type d'ETF. Et bon, c'est quand même un des... Enfin voilà, ça fait partie d'un des avantages de l'assurance vie luxembourgeoise qu'on a détaillé, qui est finalement une profondeur, enfin une flexibilité, une profondeur d'offre quasi infinie. Et après, voilà, sur des petits patrimoines, on se retrouve à finalement avoir les actifs principaux qui sont dispo sur les comptes titres, plus le fonds euro. Et après, quand on a un peu plus de capital, là, on a des horizons qui s'ouvrent, notamment Crédit Lombard et Private Equity, quoi. Si je résume un petit peu, c'est ça, quoi. C'est ça, ouais. En gros, dès qu'on a plus de 250 000 euros, on peut avoir, enfin, plutôt 500 000, limite, 500 000, on a accès Crédit Lombard et Private Equity, et notamment des fonds, du coup, plutôt haut de gamme, quoi. Oui. Disons qu'entre 15 000 et 250 000 euros, on va souvent plutôt être en gestion libre, et le profil, c'est vraiment de se prémunir de la loi Sapin. Préparer une expatriation. Potentiellement préparer une expatriation. C'est aussi quelque chose qu'on évoquait avant de démarrer le podcast. Il y a beaucoup de personnes inquiètes qui se disent qu'est-ce que je peux faire pour me prémunir dans 3 ans d'un extrême au pouvoir. Et en fait, d'avoir un contrat d'assurance vie qui est flexible, multidevise, qui fiscalement me suivra si je vais à l'étranger. Mais surtout ça, en fait, finalement, ça permettrait d'éviter l'exit tax, parce que je pense que c'est ça que les gens ont peur, finalement, les gens qui sont un peu fortunés ou même pas fortunés, qui sont plutôt classe moyenne, et qui se disent, ok, si à tel extrême qui peut poser au pouvoir, les impôts vont augmenter, puis si je pars un peu sur l'exit tax, ça permet finalement d'anticiper cette exit tax, quoi. C'est un peu ça. Enfin, si bien sûr elle est mise en place, ce qui n'est absolument pas sûr. Comme c'est structuré en dehors de la France, il y a des personnes qui ont peur d'une situation comme ce qui s'est passé en Chypre, où il y a eu une ponction assez forte de l'épargne à la source, à partir d'un certain montant. Alors tu peux en dire plus? Moi, ça m'intéresse. J'ai plus la date en tête, mais à partir d'un certain montant, 60% de l'épargne avait été saisie par l'État français, par l'État chypriote. Et, voilà, j'espère que ça n'arrivera pas. Quand tu dis 60%, c'est-à-dire que 60% des Chypriotes ont été ponctionnés, ou 60% du patrimoine de chaque Chypriote a été ponctionné? 60% du patrimoine
placés sur une banque Chypre Ah ouais. ont été ponctionnés. Ouais. Et remboursés ou pas? Non, non, non. Vraiment ponctionnés. Ouais, C'était quoi, pour solder leur dette ou? C'était un moment où il y avait une crise assez majeure à Chypre. Ouais. Ok. C'est pas très rassurant tout ça, hein. Après, j'ose espérer que ça arrivera pas, mais ce qui peut arriver, c'est... moi, le risque que j'anticipe le plus, c'est vraiment... comment dire, s'il y avait un extrême, peut-être de gauche par exemple, c'est vraiment une crise de confiance sur les marchés, et ça peut arriver très rapidement, et du coup l'euro peut dévisser, on l'a vu en 2011, il a dévissé assez fortement, et donc une diversification des monnaies, ça me paraît être une bonne idée. Une autre idée, c'est comment dire, de se prémunir en ayant des actifs prudents comme l'or ou autre. Ouais, plutôt refuge, quoi. Ouais. C'est la meilleure option. Crypto aussi? Oui, mais ça, il y a des ETF crypto maintenant. Donc on peut détenir des ETF crypto dans le contrat d'assurance vie aussi. Ok. Ça peut être une bonne idée parce qu'en plus, on est dans un cadre réglementaire entre guillemets safe. Moi, la crypto, j'ai pas de j'ai pas de point de vue sur la question. Je sais que toi, tu es plus expert que moi sur la question. Je suis pas un expert, mais en tout cas, j'aime bien la crypto. Ouais. Je suis plutôt pro crypto. Moi, la seule inquiétude que j'ai, c'est vraiment sur la détention, le mode de détention des cryptos, parce que on a bien vu qu'il y a eu quelques problèmes avec FTX et autres. Bah, c'est pour ça que moi, je préconise les portefeuilles froids, quoi. Ouais. Il faut pas laisser sur les exchanges, hein, clairement. Et même, je vais peut-être un peu aller à l'encontre de ce que tu as dit, mais les ETF crypto, je suis pas très fan non plus. Okay. Alors, je pense que c'est une très bonne chose pour la personne qui a pas envie de s'embêter à ouvrir un compte, à faire aller soi-même ses transactions et qui veut juste être exposé de manière simple. Je pense que c'est une super chose, hein. C'est une accessibilité dingue qu'il y a eu avec ces ETF crypto. Donc, je pense que c'est bien pour un certain type de personnes qui n'ont pas envie de s'intéresser à l'écosystème et qui veulent y être exposés. Mais je pense que quand on veut vraiment investir en crypto, notamment en Bitcoin, et que on veut le protéger et un peu sortir du système financier, ce qui est selon moi un des intérêts de la crypto, je pense que c'est bien d'avoir ces bitcoins et les transférer sur un portefeuille froid. Ouais. Ça, c'est un autre débat, mais ça fait partie pour moi, tu vois, des façons de protéger son épargne aussi. Alors, du coup, si tu fais ton ETF crypto sur l'assurance vie luxembourgeoise, on est l'un dans l'autre, c'est pareil, hein, tu l'as protégé. Mais j'aime bien le concept d'avoir sa crypto sur sa clé privée, parce que du coup, après, t'es responsable, hein, si tu les perds, tu pourras appeler personne, hein. C'est perdu à vie, quoi. C'est perdu à vie, ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Pour moi. Je perds mes clés toutes les 5 minutes. Et voilà, c'est aussi un point de vue, tu vois, et c'est une philosophie. Écoute, Alexandre, on arrive à la fin du podcast, c'était vraiment passionnant. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux dire où est-ce qu'on peut te retrouver si les gens, sont décidés de dire, ok, voilà, je veux ouvrir une assurance vie luxembourgeoise, ou qui veulent simplement en discuter un peu plus avec toi? Où c'est qu'on te retrouve? Sur quel réseau? Sur quel site internet on peut te retrouver? Oui. Alors, moi, en fait, j'anime le site assuranceviluxembourg.com et mon cabinet s'appelle Épargne Pluriel. Donc, sur ces deux médias, je suis disponible. J'ai un compte Instagram, mais c'est plus pour relater mes aventures au triathlon, donc c'est pas un compte professionnel. Okay. J'ai pas encore de chaîne YouTube, mais c'est vrai que tu vas avoir une visibilité avec cet épisode déjà. Et ces podcasts, ça m'inspire et j'ai bien envie d'en faire plus. Bon, dans tous les cas, on mettra le lien en description pour retrouver Alexandre. Et je crois que tu as même une petite surprise, non? Un petit code promo pour ceux qui viennent de chez moi? Oui, tout à fait. Comme je vous l'ai expliqué, en fait, nous, on a 300 € de frais de dossier. Et dans le cadre de ce sponsorship, avec le code promo Thomas300, en fait, on n'aurait pas de frais de mise en place du contrat d'assurance vie si vous venez de ta part. Donc 300 € offerts. Tout à fait. Trop bien. En tout cas, dites bien que vous venez de ma part. J'espère que vous les recevrez bien, en tout cas. Ouais. Et merci beaucoup, Alexandre, en tout cas, pour ton temps et pour avoir sponsorisé l'épisode. C'était un épisode super intéressant. Puis, je te dis à très bientôt. Merci, Thomas.